La Fédération des aveugles de France Languedoc-Roussillon est une association. En 2019, nous fêtons nos 90 ans. Et par ailleurs, nous fêtons nos 30 ans d'un service auquel nous tenons beaucoup. C'est le service qui accompagne les enfants dans l'école de leur quartier, S3AIS. Ce premier service qui a été ouvert il y a 30 ans, ensuite s'est propagé à l'ensemble du pays, puisqu'aujourd'hui la scolarité intégrée fait partie intégrante de la personne handicapée, quelle qu'elle soit. Donc, notre objectif premier, c'est la pleine citoyenneté des personnes déficientes visuelles pour assurer leur propre insertion, leur propre intégration, d'être présents dans toutes les sphères de la vie économique, sociale, culturelle, sportive même de notre pays. Aujourd'hui, notre nouvelle devise, notre accroche médiatique, c'est la citoyenneté, ça nous regarde. Et bien, c'est bien le sens de notre combat, faire des personnes déficientes visuelles des citoyens à part entière. Donc l'atelier photo est un bon exemple du fait que beaucoup de choses sont possibles à condition de s'en donner les moyens et donc d'adopter des procédures un peu particulières. Et il y a des pépites qui sont régulièrement exposées, soit dans les couloirs de notre siège, soit dans des lieux publics, pour montrer ce que peut donner une photo de personnes malvoyantes ou aveugles. Et donc ça donne souvent des photos plus sobres, plus dépouillées, plus denses, puisqu'il y a vraiment un point d'intérêt auquel elles se sont attachées et qu'elles ont eu envie de mettre en valeur. Quand on a tellement profité, tellement été aidé dans sa confiance, retrouver dans l'autonomie également, que l'on arrive à acquérir grâce au service, c'est que tout naturellement on a envie de redonner l'appareil, c'est-à-dire de s'investir à notre tour. Et du coup, naturellement, on vient, on s'investit et on s'investit dans des commissions dont on parlait tout à l'heure. À savoir, moi, je suis référente de la commission communication et sensibilisation, et dans le cadre donc de cette commission, nous intervenons beaucoup auprès donc, notamment des écoles, lycées, etc., et même du grand public, pour sensibiliser les gens à la différence et notamment bien sûr à la déficience visuelle. Mais nous essayons également de faire connaître notre association, et c'est le but bien sûr de la communication, auprès du grand public par des actions que nous menons. Pour aider d'autres personnes, en fait, j'ai voulu connaître le fonctionnement de l'association qui chapeaute ce service d'aide médico-sociale. Et je suis devenue administratrice. Et cela m'a permis de donner de mon temps pour l'association et pour enfin la faire connaître auprès des personnes comme moi, comme nous, qui auraient besoin d'elle et qui ne la connaissent pas encore. Et en fait, là, récemment, nous avons constitué une commission jeune, c'est-à-dire que nous avons essayé d'inciter des jeunes, alors à la fois qui ont été suivis par nos services, mais pas tous, pas forcément, pour leur permettre en fait au sein d'une commission de pouvoir gérer leurs propres projets, mettre en place des actions qui leur sont à la fois propres, mais finalement qui va les porter, leur donner du sens, et qui vont être, on l'espère, les prochains acteurs de notre association, donc les administrateurs de demain, on l'espère. Enfin, la vie associative, la différence c'est nous, notamment le fait qu'il y ait maintenant une commission jeune, la création de la commission jeune, c'est quand même pour faire ce lien, pour pas qu'il y ait une rupture dans les projets ou les ateliers qui vont vivre dans le cadre des services, qu'ils arrivent à retrouver ces activités, à recréer un lien social à travers l'association. Donc l'espace d'accueil des aînés déficients visuels est un projet qui a démarré au mois d'octobre 2018. Moi je suis coordinatrice et animatrice de ce projet, c'est-à-dire que je vais élaborer le programme d'animation avec les participants et également animer l'atelier, chacun des ateliers. Cet atelier s'adresse à des personnes qui ont plus de 70 ans, mais également, et une déficience visuelle, mais également de leurs aidants.
Mais ça peut être aussi un moment de répit pour les aidants, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir tout à fait accompagner la personne et ensuite ne pas participer à l'atelier. C'est eux qui font le choix en fait de participer ou non à l'atelier. Il n'y a pas d'obligation. Les activités sont variées et en fait elles sont fixées d'un atelier à l'autre par les personnes qui sont là à la séance. Donc chacun peut donner des idées et ensuite on élabore avec le groupe une thématique. Et moi je vais travailler avec quelqu'un du groupe s'il le souhaite, s'il y a quelqu'un qui a des connaissances particulières sur un sujet, par exemple la musique ou une œuvre d'un peintre, ce genre de choses. Et je vais pouvoir créer l'atelier avec la personne si elle le souhaite, ou je prépare l'atelier seule si c'est une thématique où personne ne se sent vraiment légitime ou en capacité de préparer quelque chose. Mais c'est vraiment les gens qui sont moteurs pour choisir la thématique de l'atelier et qui sont force de proposition. On ne leur impose aucune thématique. Le but, c'est que ça vienne d'eux. Je suis née en 1933. Je ne vous donne pas volontairement la ville. Et je suis morte en 1987. Donc j'avais 54 ans, à Paris. Je suis issue d'une famille italienne, installée... Dalida. Effectivement, bien vu. Ouais, bien joué, bien joué. Oui, il a dit. Dalida. Franck Bouillou, je suis donc responsable d'activité du Shodan au sein de la FAFELER et ça fait à peu près 1 an que l'activité ici existe. En ce qui me concerne personnellement, moi ça fait donc 6 ans que je pratique ce sport et donc à Montpellier, ça fait 1 an que je suis sur Montpellier, l'activité n'existait pas donc j'ai pu la créer au sein de la FAFELER puisqu'il cherchait également à développer ce sport ici. Au moment de mon entrée au collège, le suivi par des professionnels, déjà en premier lieu m'a permis de rester dans un établissement ordinaire. Et donc ça m'a permis d'apprendre le braille, d'apprendre l'utilisation de la canne blanche, de bénéficier du suivi d'un enseignant spécialisé qui travaillait avec mes enseignants au collège. Et ensuite, j'ai réussi le concours de Sciences Po et donc je suis parti faire mes études à Paris. J'ai fait 1 année d'échange à Montréal. Et puis après, je suis revenu pour terminer mon master et donc je me suis spécialisé dans le domaine des affaires européennes. Et je pense qu'il y a 3 choses qui sont essentielles dans le parcours et l'aide qu'on peut avoir dans le cadre d'un service spécialisé comme il en existe ici dans la région. Et c'est essentiel pour la suite. C'est tout ce qu'on apprend en termes d'acquisition de l'autonomie, technique de déplacement, technique de lecture, technique d'activité à la vie journalière, d'aide à l'autonomie dans la vie journalière, parce que si j'avais pas eu ça, typiquement, je pense que je ne me serais pas senti capable de partir étudier seul à Paris à l'âge de 19 ans ou de partir étudier seul à Montréal à l'âge de 20 ans. Et puis plus tard, évidemment, ça conditionne aussi le fait d'être mobile professionnellement, donc c'est essentiel d'être autonome. Deuxième chose, c'est aussi essentiel de pouvoir, quand c'est pertinent, quand c'est adapté au parcours, être dans le contexte scolaire qui nous plaît. En l'occurrence, pour moi, c'était être en établissement ordinaire. Mais le fait d'avoir ce support, d'avoir des enseignants spécialisés, d'avoir des transcripteurs, ça fait que mon handicap n'a jamais pesé sur mes choix scolaires. C'est-à-dire que j'ai choisi le lycée que je souhaitais, j'ai choisi la prépa que je souhaitais, j'ai choisi l'école que je souhaitais, et à aucun moment mon handicap n'a été un frein de ce point de vue-là. Et enfin, le dernier point qui me paraît extrêmement nécessaire, c'est le fait que dans le cadre d'une aide spécialisée apportée par des professionnels, on puisse échanger avec des jeunes qui partagent les mêmes difficultés. C'est très important quand on est un élève aveugle dans un établissement, qu'on ne soit pas tout seul au milieu d'une classe de petits voyants, mais qu'on puisse avoir des temps où on échange avec d'autres élèves aveugles et malvoyants. Et donc c'est ce mélange
d'une intégration dans un milieu ordinaire, mais avec un soutien très pointu et puis des temps d'échange avec des personnes qui partagent les mêmes difficultés, qui fait vraiment la qualité de l'aide que j'ai pu avoir et qui m'a aussi permis de faire les choix que je souhaitais tout au long de ma scolarité et puis après plus tard de ma vie professionnelle. Un enfant aveugle a tout à apprendre de ce qu'il entend et voilà. C'est aussi aller à la médiathèque avec lui, c'est lui dire qu'il y a des livres qui existent, c'est qu'après le braille qu'il va apprendre, ça va lui servir à reconnaître ses médicaments au quotidien, ça va lui servir à lire une recette s'il apprend le braille, ça va lui servir bien sûr à l'école, mais au quotidien ça va lui servir aussi énormément. Donc tout ça c'est un tout. La mission de l'instructrice en activité de la vie journalière, c'est d'accompagner le public, enfant ou adolescent et puis adulte, à être autonome dans les actes de la vie journalière. Donc le travail va être différent. Dans la petite enfance, on va devoir faire de l'éducation gestuelle, on va devoir travailler sur la compensation sensorielle, travailler tous les autres sens, mais aussi une bonne qualité gestuelle qui va permettre ensuite à l'enfant de pouvoir être autonome dans toutes les activités de la vie journalière. Par exemple, la motricité fine ou sentir des tissus pour pouvoir faire se boutonner, faire le nœud, faire monter la fermeture éclair de son blouson, etc. Christine m'a appris les gestes du quotidien, comme me laver, m'habiller, manger, parce que ces gestes-là ne sont pas forcément évidents pour moi. Laurence, elle, m'a beaucoup appris, surtout sur l'équilibre, la motricité et comment je me sens dans mon corps en fait. Julie, la psychologue, elle, m'a appris à avoir confiance en moi et à accepter plus facilement mon handicap. Cathy, l'instructrice en locomotion, m'a beaucoup appris aussi. Elle, c'était surtout sur la canne, sur les déplacements dans les établissements. Ces déplacements me permettent de circuler librement avec mes copines, sans avoir besoin de l'aide de mon AVS. Ça aide énormément pour la vie sociale. Les missions de l'assistante de service social au SAIS, c'est principalement l'accompagnement social et administratif des familles. Et lorsque les enfants sont accompagnés par le service, du coup, ça va être ouverture de droits, démarches administratives, recherche de financement pour du matériel adapté. Un gros travail aussi en partenariat et en réseau pour les enfants du coup, qui sont scolarisés. Donc il y a l'Éducation nationale qui est un gros partenaire. La vie quotidienne, c'est tout ce que l'on fait du matin où on se lève au soir où on se couche. Hein. La vie quotidienne, c'est préparer son petit déjeuner, c'est faire son lit, c'est se laver, c'est s'habiller, c'est après plus tard aller à la banque, retirer de l'argent en autonome. Donc tout ça c'est un tout. Et le travail en AVJ est un grand travail en transversalité avec tous les autres professionnels. Dans mes missions, il y a aussi l'accompagnement en fait, des jeunes et de leurs familles dans tout ce qui va être loisirs et vie sociale. Donc si un jeune veut faire une activité extrascolaire par exemple en dehors de l'école, si ils veulent mettre en place une activité type danse, jouer d'un instrument, donc en lien avec l'école de musique ou des choses comme ça, c'est un travail aussi que moi je peux faire, ou en tout cas où je peux accompagner les parents dans la recherche d'activités adaptées. Par exemple pour les activités sportives, il peut y avoir aussi un partenariat avec Handisport qu'on peut solliciter du coup, et où la personne d'Handisport peut rencontrer le jeune en individuel et essayer de trouver une activité sportive qui pourrait être adaptée par rapport à sa déficience visuelle. Avec Dylan, donc c'était une séance sur son lieu de vie à Frontignan, en lien avec sa demande d'autonomie, puisque c'est un jeune qui a maintenant 18 ans, qui va faire des études supérieures dans peu de temps et qui a besoin de savoir où il en est au niveau de l'autonomie dans ses déplacements, mais aussi au sens large dans d'autres spécificités, en activité de la vie journalière, etc. Dylan est un jeune qui met en place les techniques qu'il a appris. Il se déplace en technique de canne. L'importance pour lui, là, c'était de pouvoir prendre des repères précis sur son trajet, puisqu'il connaît son trajet. Il a une très bonne représentation mentale de sa ville, qu'il connaît bien, puisqu'il a grandi dans cette ville. Mais pour traverser des rues, pour être en sécurité dans son déplacement, il a besoin d'avoir des repères précis. Et c'était le travail qui a été fait hier, notamment sur cette séance.
Et ensuite, la deuxième partie, c'était surtout d'être en capacité de rentrer dans un magasin, de demander de l'aide pour qu'il puisse effectuer ses courses et puis le paiement en caisse et voilà, et rentrer chez lui. L'accessibilité des villes n'est pas toujours encore complète, encore des endroits qui ne sont pas aménagés correctement. L'accompagnement psychologique sur le service enfant, il consiste à travailler donc avec le concours de l'équipe pluridisciplinaire au plus près des besoins de l'enfant et de la famille. Donc on élabore des projets transversaux et un projet global pour l'enfant avec la participation active des familles et des partenaires extérieurs. Donc les partenaires extérieurs, ça peut être l'école, ça peut être tout ce qui représente l'environnement de l'enfant. Depuis 2017, j'ai eu une plage braille que là j'utilise, je prends des notes avec, ça m'a vraiment servi. C'est fourni par la MDPH mais avec l'aide de la FAF pour remplir le dossier, etc. pour tout ce qui est assistance. Nézard disait qu'il utilisait surtout la synthèse vocale avant et qu'il a redécouvert le plaisir de la lecture braille. Ouais. Et ça c'est important parce que quand on écoute, par exemple, qu'on peut écouter des livres audio, on est passif. Ouais, on est passif. Notre cerveau est passif, mais on écoute, bon, on capte les informations, on les comprend, mais on est très passif. La lecture en braille, elle permet de faire appel aux mêmes zones du cerveau que la lecture visuelle. Il y a une représentation de ce qu'on lit. En plus, il y a l'orthographe, car à force de trop écouter, on peut perdre un peu l'orthographe. Car ça renforce. Et pour ma part, c'était le choix de retrouver de l'autonomie, de sortir du milieu familial. Et là, j'ai trouvé dans les services une écoute qui m'a permis de reprendre confiance en moi, de pouvoir me déplacer, sortir quand je voulais, où je voulais, toute seule, et plus au bras de quelqu'un et dépendre de personnes. On pourrait peut-être mettre un axe de travail aussi, d'accompagnement des jeunes, donc à partir de 18 ans, mais ça peut être peut-être en amont, à partir de 15-16 ans, sur la question de la citoyenneté, et notamment l'accès à la vie associative, comment on peut intégrer une association, quelle pourrait être leur place. Je pense qu'on reste peut-être très précis sur leurs besoins spécifiques, et que peut-être là, un personnel éducatif nous ferait faire le pas jusqu'à la citoyenneté et à l'inclusion dans des associations. Moi, je pense que là où on doit travailler aussi, et on a commencé à le faire aussi, c'est l'accès à la formation et à l'emploi. Mais aujourd'hui, on l'a mis en place au niveau des services enfants aussi sur la cellule préo. Cette cellule qui leur permet de faire leur CV, de pouvoir parler de leur handicap, de pouvoir dire quel choix de métier je vais pouvoir faire, sachant que j'ai des adaptations possibles. Ça, il y a 15 ans, enfin moi je suis arrivée il y a 13 ans à la FAF, ça ne se travaillait pas. Les enfants, ils arrivaient jusqu'au bac et après, là aujourd'hui, on a vraiment, le travail qui est fait avec les services adultes permet cette passerelle avec le service enfant et de les mettre déjà dans cette dynamique pour les parents et pour les enfants. Avoir des perspectives d'aménagement de poste de travail. En fait. Donc là, on aurait un axe qui serait en fait, si on le résume, de continuer à travailler sur les actions collectives, de continuer à travailler sur les passerelles entre services enfants et services adultes à travers la cellule préo et peut-être des projets du type les différents CENU, mais aussi le renforcement en demande pour le CEPOM, renforcement de personnel éducatif, en valorisant les compétences du personnel actuel qui travaille déjà sur ces axes-là, mais qui est peut-être en termes de temps plus contraint qu'un personnel éducatif pour travailler sur le lien avec l'environnement. En 2003, nous avions déjà fait un film autour de notre vie associative et de nos services. Aujourd'hui, nous faisons ce film pour les 90 ans. Et peut-être, puisqu'on dit jamais 203, dans 15 ans, où il y aura un nouveau film. Et peut-être que ça nous permettra de voir l'évolution du monde de la déficience visuelle sur toute cette longue période de 30 ans
et surtout l'évolution de notre association. Il y a 15 ans, nous étions rue Cité-Benoît, nous avions 2 plateaux de 200 mètres carrés, 2 plateaux techniques. Aujourd'hui, nous avons un plateau technique de 850 mètres carrés, et peut-être que dans 15 ans, nous doublerons notre surface de bureau, et si nous doublons notre surface de bureau, c'est pour doubler notre surface d'activité.